Un raid nocturne, 4 officiers de l'OTAN capturés, des preuves irréfutables, et soudain les masques tombent à Londres et à Washington. Dans la nuit, près de Kherson, une opération spéciale russe aboutit à la capture de 3 officiers britanniques et d'un Américain, tous pris sur le fait alors qu'ils coordonnaient l'empreinte des frappes contre la Russie. Sur les lieux, les forces russes saisissent des tablettes, des radios hautement protégées et toute une série de documents tactiques. Il ne s'agit plus de rumeurs ou de suppositions, mais de preuves matérielles, concrètes et indiscutables d'une implication directe de ces officiers de l'OTAN dans la planification et la conduite des attaques. En quelques heures, la crise éclate à l'échelle mondiale. Face à la diffusion de ces éléments irréfutables, la ligne du déni occidental se fissure. Londres et Washington sont désormais piégés, déchirés entre l'aveu d'une implication qu'ils ont toujours niée et la nécessité de sauver leurs hommes, dont l'identité et la mission ne peuvent plus être dissimulées. La déflagration diplomatique est immédiate. Pour l'OTAN, il ne s'agit pas seulement de sauver la face, mais d'éviter une perte de crédibilité internationale qui pourrait bouleverser l'équilibre européen et redéfinir les règles du jeu diplomatique. Jusqu'où iront les capitales occidentales pour limiter la casse et préserver l'ordre établi? La question est désormais posée, en plein jour. Remontons au tout début de cette opération pour comprendre comment la Russie a réussi l'impossible. Pour saisir l'ampleur du coup de théâtre, il faut revenir à la genèse de ce raid et dévoiler étape par étape le scénario qui a permis aux forces russes de frapper au cœur du dispositif ennemi. Comment une douzaine d'hommes ont-ils percé la défense la mieux protégée d'Ukraine pour atteindre leur cible? Pour comprendre ce coup de maître, il faut remonter à plusieurs semaines d'observation silencieuse et de patience extrême. Tout a commencé par la détection de communications radio inhabituelles sur la rive droite du Dniepr. Les signaux, cryptés selon des protocoles typiquement utilisés par l'OTAN, n'avaient rien à voir avec les échanges classiques des unités ukrainiennes. Ces anomalies ne sont pas passées inaperçues. Les analystes russes ont croisé ces données avec les images provenant de drones, qui patrouillaient sans relâche au-dessus des zones boisées et des petits villages en apparence anodins. C'est ainsi qu'ils ont repéré un poste de commandement soigneusement dissimulé, situé à l'écart, mais équipé d'un terminal satellite étranger. L'emplacement précis et l'absence de mouvements habituels laissaient penser à la présence de spécialistes étrangers. Face à l'opportunité unique de capturer des officiers coordonnant les frappes contre la Russie, l'ordre d'opérer est donné sans tarder. Une équipe d'élite, 12 hommes en tout, est formée. Tous sont entraînés à l'infiltration nocturne, au franchissement de rivières et à la discrétion absolue. Ils se préparent méticuleusement, choisissant la nuit la plus propice, celle d'un épais brouillard, pour masquer leur approche et réduire au minimum les risques d'être repérés. La connaissance détaillée du terrain est capitale. Grâce à l'appui du renseignement, chaque membre de l'équipe connaît la topographie, les chemins de moindre résistance et les points d'observation ukrainiens à éviter. Leur progression se fait lentement, en silence, utilisant les îlots et les bois, jusqu'à se positionner à quelques mètres seulement de la cible. L'assaut est foudroyant. Pris par surprise, la garnison ukrainienne n'a pas le temps de s'organiser. Les Russes pénètrent dans le bunker et découvrent, parmi les militaires locaux, plusieurs individus sans insigne ni uniforme distinctif, mais manifestement étrangers, reconnus à leur accent et à leur équipement. Le choc est tel que les prisonniers n'ont pas le temps de détruire leurs documents sensibles. Tablettes sécurisées, radios, papiers d'identité codés, tout reste intact. En quelques minutes, la mission est accomplie. Les cibles prioritaires sont capturées vivantes et l'équipe repart en suivant un itinéraire secret, évitant les patrouilles et rejoignant le fleuve sans accroc. C'est une démonstration éclatante de la vulnérabilité de la défense ukrainienne, mais aussi une révélation. La présence d'officiers étrangers au cœur du dispositif remet en question toute la stratégie de l'OTAN en Ukraine. Pourtant, le plus explosif ne réside pas seulement dans la capture elle-même, mais dans ce que les Russes ont trouvé sur place. Que contenaient les preuves saisies auprès des prisonniers? Ce que cachaient les tablettes et les poches, c'était bien plus qu'une simple présence. C'est une toute autre réalité qui s'est imposée dès l'analyse du matériel saisi sur les 4 officiers de l'OTAN. La guerre secrète, jusqu'ici niée, venait de prendre un visage et un nom. D'abord, les enquêteurs russes découvrent plusieurs tablettes chiffrées portant l'insigne de l'OTAN. Mais ce qui bouleverse tout, ce sont les interfaces spécialement conçues pour le ciblage des drones de fabrication américaine. Ces tablettes contiennent des listes précises de cibles, des coordonnées GPS ultra détaillées et des rapports d'évaluation de frappe, chaque document étant relié à un protocole d'authentification militaire occidentale. Ensuite, les preuves de coordination directe ne laissent aucun doute.
Des logiciels de liaison satellitaire affichent des historiques de connexion avec des centres de commandement à l'étranger. Les journaux d'activité révèlent des échanges de données en temps réel, orchestrés par des systèmes de l'OTAN, rendant impossible toute dissociation entre l'Alliance et les opérations sur le terrain ukrainien. L'analyse montre que chaque frappe de missile était synchronisée à la seconde près avec des instructions venues de l'extérieur. Là où le doute aurait pu subsister, d'autres indices lèvent l'ambiguïté. Parmi les objets personnels, des cartes manuscrites annotées, parsemées de termes tactiques en anglais, illustrent une connaissance intime du dispositif russe et des priorités stratégiques discutées au plus haut niveau. On retrouve aussi des documents d'état-major, certains portant des tampons confidentiels, qui prouvent un rôle actif bien au-delà de la simple observation ou du conseil technique. Mais le plus accablant, ce sont les enregistrements radio interceptés durant l'assaut. On y entend distinctement des ordres donnés en anglais, avec des accents identifiables, britanniques et américains, confirmant que la chaîne de commandement ne se limitait pas à l'armée ukrainienne. Les échanges mentionnent des codes d'authentification liés à l'OTAN et font référence à des horaires de frappe coordonnés avec le fuseau de Londres. Enfin, le coup de grâce médiatique. Une caméra dissimulée, découverte dans la pièce de commandement, a tout enregistré. Les images montrent ces officiers en train de débattre, planifier et transmettre des informations critiques à un interlocuteur clairement établi à Londres. Les séquences vidéo révèlent la prise de décision en direct et l'envoi d'instructions tactiques sur des canaux sécurisés occidentaux, rendant toute contestation publique intenable. Face à l'accumulation de ces preuves, la fiction de la non-intervention occidentale vole en éclats. Il ne s'agit plus d'une guerre par procuration, mais d'un engagement militaire avéré, traçable, filmé, documenté. Pour Moscou, ces éléments constituent une preuve irréfutable devant n'importe quel tribunal international du rôle actif de l'OTAN dans les hostilités. Pour l'Occident, le risque est immense. Chaque minute qui passe accentue la menace d'une escalade militaire, d'un effondrement du narratif officiel et d'une crise de confiance au sein même des opinions publiques européennes et américaines. La crise ne fait que commencer. Les gouvernements occidentaux, sommés de s'expliquer, sont désormais dos au mur. Toute tentative de négociation devient explosive, toute concession une défaite politique. La suite, ce sont les coulisses diplomatiques qui s'ouvrent, où chaque preuve devient une monnaie d'échange à haut risque. Alors que les chancelleries s'affolent et que la pression monte à Bruxelles, Moscou impose ses conditions. Les négociations prennent un tour inédit, où chaque geste peut faire basculer l'équilibre international. Quand les masques tombent, la diplomatie vacille et le rapport de force bascule. Désormais, toute négociation se déroule sur un champ de ruines diplomatiques où chaque concession ressemble à un aveu de faiblesse et chaque posture dévoile l'ampleur de la crise. Le Kremlin, renforcé par la détention de ses 4 officiers de l'OTAN, refuse tout échange sans obtenir des concessions majeures, retrait complet de tous les instructeurs étrangers d'Ukraine, arrêt immédiat des livraisons d'armes à longue portée et restitution intégrale des avoirs russes gelés en Occident, des milliards envolés, aujourd'hui transformés en levier de pression inédite. Pour les capitales occidentales, c'est une impasse historique. Reconnaître officiellement l'implication de leurs militaires, c'est détruire des années de déni stratégique et avouer l'échec d'une guerre secrète désormais exposée au grand jour. Mais refuser l'évidence, c'est laisser leurs propres hommes aux mains d'un adversaire triomphant et risquer un scandale public d'une ampleur inédite. Les gouvernements cherchent fébrilement une sortie, mais chaque option a un prix immense, en argent public, en réputation, en crédibilité politique. Moscou va plus loin et agite la menace d'un tribunal international pour juger les officiers capturés. Derrière cette proposition se cache un piège redoutable, créer un précédent faisant planer sur l'OTAN le risque d'être, pour la première fois, confronté à des poursuites judiciaires pour son action secrète en territoire tiers. Ce n'est plus seulement la vie de 4 officiers qui est en jeu, mais la doctrine entière d'engagement de l'Alliance, remise en cause sur la scène internationale. À Londres et à Washington, la panique s'installe. Les débats internes se multiplient. Les versions officielles, déjà fragilisées par les fuites et les preuves irréfutables, sont rejetées tant par certains parlementaires que par les médias, qui osent pour la première fois mettre en doute la parole des autorités. Les sociétés occidentales découvrent, stupéfaites, l'étendue de l'engagement secret de leur gouvernement, et la facture, à la fois humaine, financière et diplomatique, de cette guerre de l'ombre. À ce stade, le risque de rupture diplomatique totale avec la Russie est réel.
Déjà, certains alliés de l'OTAN s'interrogent sur la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine, craignant d'être entraînés dans une escalade incontrôlable. Les marchés financiers s'inquiètent d'une perte de confiance, tandis que la crédibilité occidentale sur la scène internationale vacille comme jamais. Le scandale menace de bouleverser la doctrine sécuritaire de l'Alliance, tout en exposant de manière brutale le prix du secret et du pari perdu sur le terrain ukrainien. Mais au-delà du scandale immédiat, que faut-il retenir de ce bouleversement pour l'avenir ? Quelles leçons en tirer pour la sécurité européenne et la stabilité mondiale ? Quand la guerre de l'ombre devient publique, chacun doit choisir sa nouvelle stratégie. L'ère du déni touche à sa fin. Les opérations secrètes ne sont plus invisibles, et chaque révélation impose aux États une obligation inédite de transparence et de responsabilité. Désormais, chaque manquement, chaque action illégale ou dissimulée risque de se transformer en scandale planétaire aux conséquences diplomatiques et stratégiques colossales. Le renseignement et la technologie ne sont plus de simples outils militaires, ce sont des armes politiques qui façonnent la perception mondiale. Les images, les preuves numériques et les aveux filmés circulent à la vitesse de la lumière sur les réseaux, court-circuitant les filtres gouvernementaux et mettant les dirigeants occidentaux face à l'opinion publique sans filet. Pour les États, chaque opération clandestine porte désormais le poids de l'exposition. Un faux pas et c'est la crédibilité d'une nation entière qui vacille. La capture de ces 4 officiers, confirmée par des preuves irréfutables, a fait imploser la stratégie de déni de l'OTAN, forçant Londres, Washington et leurs alliés à repenser leurs méthodes et à anticiper l'impact d'un éventuel nouveau fiasco. Mais la menace ne s'arrête pas au gouvernement. Pour le public, la multiplication des opérations hybrides, la sophistication de la manipulation de l'information et la complexité croissante des conflits exigent un nouveau niveau de vigilance. Accepter ou rejeter les récits officiels n'est plus un choix anodin. Cela influence directement le soutien aux politiques étrangères, la cohésion nationale et même la stabilité de l'Europe tout entière. Dans cette nouvelle réalité, l'engagement citoyen et l'esprit critique sont vitaux. Comprendre les enjeux, remettre en question les versions officielles et exiger des preuves tangibles deviennent les meilleurs remparts contre l'instrumentalisation de la vérité. L'histoire nous enseigne que chaque crise de transparence redéfinit les règles du jeu diplomatique. Aujourd'hui, l'argent des contribuables, la réputation des gouvernements et l'avenir de la sécurité européenne se jouent aussi dans la bataille pour la maîtrise de l'information. Alors comment clôturer ce chapitre et réagir face à ce tournant majeur ? Faut-il repenser de fond en comble la stratégie occidentale en Ukraine ? Quels sont les scénarios possibles pour les semaines à venir ? La guerre secrète n'est plus secrète. Et maintenant, qui doit rendre des comptes ? Nous voici à un moment charnière. Après des années à nier toute implication directe, l'Occident se retrouve face à des preuves indiscutables et à une crise de confiance planétaire. Les masques sont tombés et la nature du conflit en Ukraine n'est plus seulement une question de soutien. Elle est devenue celle de la responsabilité, de la légitimité et de la transparence. La question n'est plus seulement ce que feront les gouvernements, mais ce que nous, citoyens informés, devons exiger de nos dirigeants. Accepterons-nous que de telles opérations se déroulent en notre nom, dans l'ombre, sans aucun contrôle démocratique ? Ou oserons-nous repenser les règles du jeu, réclamer des comptes et exiger que la vérité ne soit plus un dommage collatéral ? Le scandale de Kherson remet en cause la crédibilité de l'information occidentale. Si la désinformation et la manipulation de l'opinion publique deviennent des armes aussi puissantes que les missiles guidés, qui possèdent encore la légitimité morale pour décider de la guerre ou de la paix. La stabilité de l'ordre international est désormais sur la sellette. Une frontière invisible vient d'être franchie et personne ne peut affirmer que l'escalade s'arrêtera aux portes de l'Ukraine. La sécurité européenne n'est plus un acquis. Elle dépend, aujourd'hui plus que jamais, de notre capacité collective à reconnaître la réalité, à débattre des choix et à anticiper les conséquences d'une guerre qui s'affranchit de toutes les lignes rouges. Au-delà du choc diplomatique, ce scandale révèle un enjeu concret. L'argent des contribuables finance-t-il une stratégie d'affrontement qui échappe à toute reddition de comptes ? Les contribuables européens et américains ont-ils leur mot à dire sur la manière dont leur argent et le nom de leur pays sont engagés dans des opérations clandestines ? Face à ce bouleversement, rester passif, c'est accepter que d'autres, dans le secret des chancelleries, définissent le futur du continent et du monde. Mais s'engager, c'est participer à la redéfinition, certes risquée mais nécessaire, des règles du jeu international. Sommes-nous prêts à relever ce défi ?
ou préférons-nous détourner le regard, au risque de subir un changement historique sans y prendre part? Ce qui vient de se produire n'est pas la fin, mais peut-être le début d'une nouvelle ère, où la vérité et la transparence deviennent nos meilleurs atouts contre l'instabilité. La question est désormais ouverte. Et vous, quel avenir voulez-vous pour le jeu international?